Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, le temps de rentrer avec notre invité, Monsieur Roland Lafitte. On vous laisse avec cette pause musicale du célèbre groupe Nas Riwan. يا شاي الحزان لا بتمشي من القلب حزان ترجع البسمة وحبابك يبانوا وحبابك يبانوا يا دخل البحر يا دخل البحر بمواجو هايجين ما فاتو هاجو إلا صنعت مركب ما تلقى فيه راحة لازمك فيه تسلم يا دخل البحر خوض وصية كون فاهم فيك النية كان عمد في بحور خورين حضيف هذا لازمك فيه تخمم لو عملت زورق في النية صار ليك صحراء معرية لو تطير ما دايز منها فات مدى ولاقياك وطيا معفية لازمك فيه تخمم والصراب يلمع معلومة فيها عادة والشو مشين بالنار يحوم والعجاجة كتنزف والرمل أملاس. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne après cette très très belle pause musicale de Nas Riwan et des termes de valeur de Sir Omar Syed. Je tiens à préciser que mon invité ce jour, Monsieur Roland Lafitte, un parmi les fans de Nas Riwan. Monsieur Roland Lafitte, bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs. Bonsoir, Monsieur Lafitte, Roland Lafitte, un citoyen, chercheur indépendant, essayiste. Avec lui, on va évoquer ce jour un regard de la société française sur l'islam de France. Ma première question, si vous le permettez, Monsieur Lafitte, est la suivante. L'organisation de l'islam en France date de quelques décennies et maintenant a vu plusieurs ministres et même gouvernements se saisir de ce dossier sensible et complexe. À la lumière de ces éléments, comment expliqueriez-vous cet échec continu qui lui colle à la peau, est-ce depuis les débuts? C'est une vaste question, mais il y aurait un certain nombre de remarques à faire au préalable avant de répondre. La première, c'est que on a l'impression de découvrir l'islam, enfin la société française a l'impression de découvrir l'islam et l'État français. Or, c'est faux. L'État français a été mis en rapport avec l'islam comme avec la société, avec l'intervention de Bonaparte en Égypte, 1798, d'où il s'est fait chasser de façon honteuse mais transformée en épopée par la mythologie bonapartiste. Et puis surtout l'Algérie 1830.
1830, avant le Maroc, la Tunisie, etc. Mais l'Algérie 1830. Or, la première manifestation que j'ai vue, la première revendication que j'ai trouvée dans une lettre d'un certain Gustave d'Echtal à Ismaël Urbain, c'est de créer un consistoire de l'islam, non seulement en Algérie, mais en France, en 1839. D'accord. Et il y a eu les revendications, après 1847-48, il y a eu la revendication d'un consistoire. Alors, le consistoire, c'est-à-dire sur le modèle de ce qui avait été, de l'accord passé entre Bonaparte et le pape, hein, c'est-à-dire le concordat, où il y avait une cogestion entre l'État et l'Église, de l'Église catholique, et puis sur ce modèle, les consistoires appliqués, qui ont été imposés pratiquement aux protestants, mais ça a été reçu correctement, et aux juifs, alors qui ont dû faire des concessions, et qui ont dû rentrer dans le cadre demandé par l'Empire, mais qui ont accepté, voilà. Donc, comment dire, il y a eu des tentatives ensuite de faire à l'Algérie, il n'y avait pas de problème, enfin il y avait un rapport avec l'État, c'est l'État qui dirigeait l'islam, il a fait un islam d'État français, en nommant les imams, nommant même, provoquant des associations cultuelles pour les zaouïas, et nommant pratiquement les présidents de ces zaouïas, les responsables de ces zaouïas, qui ne pouvaient pas rester sans l'accord des autorités françaises, si bien que la plupart du temps c'était un ancien combattant avec tout un tas de médailles, hein, voilà. Donc la France a essayé, Massignon en 1947 a essayé de demander à ce qu'il y ait un centre de représentation en France, des musulmans en France même, en métropole, ça a été refusé. Et puis c'est reparti. Voilà, donc c'est pas une histoire nouvelle. Or, la question qui se pose, la deuxième remarque, est-ce que un islam en France ou un islam de France? Ça c'est le problème des musulmans. L'islam est une religion qui est extrêmement multiple, extrêmement plurielle, avec des quantités de courants théologiques, quantités de courants juridiques. Le madahib, on appelle, la plupart des maghrébins sont malikites, mais les Turcs sont hanafites, etc. Et puis aujourd'hui, des nouveaux courants qui naissent, comme le wahhabisme qui s'impose ici sous le nom de salafisme, etc. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres courants qui s'imposent aujourd'hui et qui subvertissent les vieux courants juridiques. Et puis les voies spirituelles. Il n'y a aucune raison de penser qu'il peut y avoir une représentation unique de l'islam, qui est un islam même à l'échelle internationale. Donc, est-ce que les musulmans français se lient à des courants internationaux ou pas? Ils ont tout à fait le droit. Est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord ensemble, essayer de constituer un islam de France? C'est à eux de répondre. C'est à eux, c'est pas à l'État ni aux citoyens, c'est à eux, c'est leur problème. Maintenant, il est vrai que, de point de vue pratique, ils ont des besoins qui doivent se confronter à des revendications vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des collectivités locales. Ah oui, là, il y a des problèmes de culte, il y a des problèmes dans l'organisation du culte. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que il est possible d'avoir une seule organisation? C'est pas du tout évident. Les Juifs n'en ont pas. Tout le monde n'est pas dans le consistoire. Pour les protestants, il y a une fédération, il y a une organisation, mais qui représente les besoins minimaux vis-à-vis de l'État. Minimaux. Qui c'est pas de régir les protestants. C'est pas son travail. C'est un vis-à-vis de l'État pour les questions pratiques, sur lesquelles les différentes organisations sont plus ou moins d'accord, mais elles sont pas forcément toutes d'accord. Et tout le monde n'est pas représenté dans ce conseil. Et pourquoi faudrait-il que les musulmans aient une seule organisation? Une seule organisation vis-à-vis de l'État, et d'autant plus, comme certains l'ont revendiqué, certains l'ont revendiqué récemment l'année dernière, un centre théologique qui s'impose à tous. Ça, c'est pas la peine, c'est impossible. Donc c'est vraiment pas la peine. Sauf si l'État
décide de gérer l'islam lui-même. Alors, ou directement, ou avec des faux nez, hein, indirectement. Ça, les tentatives ne manquent pas. Mais c'est la tendance naturelle de l'État français qui a fait ça en Algérie et qui continue ses habitudes. L'administration française, elle continue, elle se perpétue, elle a ses habitudes. Ça a été un peu différent en Tunisie et au Maroc, mais parce que c'était l'affaire des gouvernorats, c'était l'affaire des protectorats, où les administrations locales avaient les rapports avec le bey à Tunis, avec le sultan au Maroc, mais on jouait un rôle, et peut-être je voudrais pas aller trop loin, dire trop de bêtises là-dessus, mais a joué un rôle dans la mainmise de l'État, de la monarchie marocaine comme du beylicat de Tunis, la mainmise sur la religion. D'accord. Je pense qu'ils ont joué un rôle quand même, l'État français a joué un rôle dans la situation présente. Et pour quel intérêt? C'est une affaire de police. Ah. Et c'est-à-dire, je prends l'Algérie, je vais me contenter de l'Algérie. En Algérie, il s'agissait les Français imaginaient que projeter la vision de l'Église catholique sur l'islam. Alors, ils imaginaient que le sultan de Constantinople, par exemple, ou le roi au Maroc, jouait le rôle d'un pape, le calife. Faux. Complètement faux, il n'avait pas ce rôle. Ils lui ont attribué et ils lui ont donné ce pouvoir du point de vue diplomatique, mais il ne l'avait pas. C'est pas parce qu'on faisait les prières à Constantine avec comment dire, au nom du bey du sultan de Constantinople d'Istanbul que c'était la même chose que le pape. Dans l'ouest de l'Algérie, on le faisait au nom du sultan du Maroc, jusqu'à la chute d'Abdelkader. Ah oui, d'accord, quand même. Donc c'était toujours cette relation entre les Algériens et les Marocains à ce niveau-là. Oui, bien sûr, il y a toujours eu, ça a toujours été. Bon, alors ceci pour dire que les Français ont projeté sur l'islam leur propre vision auquel ils étaient habitués de l'Église catholique. Mais ça marche pas comme ça. Les protestants ne marchent pas comme ça, les juifs ne marchent pas comme ça, et les musulmans encore moins. Voilà. Et pourtant, c'est toujours l'image qu'il y a. Alors, et d'autre part, il y avait la peur que la résistance à la colonisation qui se faisait sous le nom du djihad, parce que c'était le nom normal de la résistance qu'a pris la lutte contre la colonisation, puis les luttes pour l'indépendance, du point de vue religieux et du point de vue séculier, même aussi de façon sécularisée. Était souvent animé, surtout pendant la lutte contre la pénétration coloniale, par des Zaouïas, par des tariqas. Bien sûr. Et donc, les Français avaient peur que les mosquées et les Zaouïas soient des pôles de résistance. Et donc, il fallait les contrôler. Voilà. Donc, ce contrôle date depuis plusieurs années. Tout de suite, le contrôle s'est fait chaque fois qu'en Algérie, les Français ont pris, l'occupant a pris une position, il a contrôlé la religion, il a contrôlé l'islam. Donc, il a contrôlé. Il a annexé tous les biens habous partout, il les a annexés, il les a nationalisés, et il a enlevé toutes les finances des organisations religieuses et éducatives, il les a prises à son compte. Voilà. Et donc il s'agit d'un dossier de police, puisqu'un dossier de culte. Donc il a vu pour lui, c'est une question de police. C'est clair. Et ça continue jusqu'à maintenant? Il y a des fortes tendances, il y a peut-être des gens qui pensent autrement, mais l'inertie, elle est là. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'on ne regarde pas l'islam avec les yeux de la police. Parce qu'on voit partout des salafistes, et dans tous les salafistes, les gens qui se disent salafistes ou pas, on voit des djihadistes. Donc il y a bien un problème. Le regard sur l'islam n'est pas un regard tranquille. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes, qu'il y a des groupes, qu'il y a des secteurs de la société qui peuvent passer à la dissidence et à la subversion, mais
infime minorité dans le corps des musulmans qui se comptent quand même par millions et millions. Les musulmans aussi bien de religion que les musulmans de tradition familiale, on pourrait dire, si vous voulez. Bien sûr. Oui, il y a une vision policière, c'est clair. Regardez par exemple pendant la campagne électorale, Monsieur Fillon, enfin, il y a eu un rapport du groupe, je sais pas quoi, d'un institut Voltaire, je sais pas quoi, qui disait il faut un centre théologique musulman qui dicte la théologie à tous les musulmans de France. Et ce qu'a fait Fillon, par exemple, il n'est pas le seul, il l'a exprimé, il a dit c'est comme ça. Il a dit les musulmans, les catholiques et les juifs ont été sous le contrôle de l'État pendant 2 siècles. Je ne sais pas où il a pris les 2 siècles, hein, mais parce que entre 1804, entre le Concordat et 1905, il n'y a qu'un siècle. Mais enfin, tout le monde a le droit de dire des bêtises. Et aujourd'hui, c'est par là que doivent passer les musulmans. C'est-à-dire qu'il faut que les musulmans passent par l'idée du contrôle par l'État, la religion, les institutions par le contrôle de l'État, c'est-à-dire une sorte de bizutage, quoi, jusqu'à ce que tout le monde prenne le pli. Alors que la grande majorité, l'immense majorité des musulmans acceptent tout, acceptent. Former des associations, par exemple, des associations cultuelles. La plupart des musulmans sont organisés dans des associations cultuelles. C'est déjà rentré dans une représentation reconnue par l'État. Bien sûr. C'est déjà accepté ça. Alors, là-dedans, quelles sont les associations qui ne respectent pas la loi? C'est facile, il y a des lois en France, si vous la respectez pas, l'association est dissoute, et puis c'est tout. Et combien ont été dissoutes depuis qu'on parle de ça tous les jours en disant il faut dissoudre, il y en a combien? Ça se compte sur les doigts de la main. Exact. Oui ou non? Oui. Alors, donc tout ça c'est du vent. Tout ça c'est une campagne de dénigrement, de suspicion qui est faux. Si on veut éviter qu'il y ait des jeunes qui pètent les plombs au nom de l'islam, en se servant du drapeau de l'islam, peut-être qu'en diminuant le chômage par 2 et en envoyant moins d'armées au Moyen-Orient et en Afrique, on diminuerait le nombre de gens qui se servent de ce prétexte. Se font tenter, exactement. Hein? Voilà, c'est tout. Alors, au lieu de ça, on cherche à fliquer tout le monde, à aller regarder quel est le gratouillis des jeunes, même à l'école primaire. On va regarder ceux qui sont pas bien dans la norme pour voir comment ils vont évoluer psychologiquement. C'est complètement fou. C'est une politique complètement fausse, ça. Mais justement, c'est dans le cadre de cet élan, on constate qu'il y a un grand nombre de métiers qui s'est créé sur ce dossier de terrorisme de l'islam. Oui. On trouve partout des centres d'études, de recherche, machin, Mais vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, vous trouverez jamais comment quelqu'un un jour pète les plombs. Regardez le dernier cas, le dernier jeune qui est passé à ça se passe en l'espace de 2-3 semaines. Ouais. Quelqu'un comme le jeune là qui est allé à coups de marteau, non pas sur la foule, mais sur la police. Mm. Il est allé sur la police. Bon. Comment voulez-vous prévoir ça? Vous allez fliquer toute la population. C'est impossible. Les musulmans les premiers, hein, en mettant toutes les organisations en coupe réglée. Et vous allez obtenir rien du tout, vous n'aurez rien. Alors que c'est pas la voie à suivre. Et au contraire, ça provoque des réactions parce que les gens ne supportent pas ce contrôle, cette suspicion permanente sur eux, sur leurs parents, et sont prêts à aller chercher des justifications dans je ne sais quel islam. Mais ça, c'est leur problème. C'est le problème des musulmans, c'est pas le mien. Exact. Ma deuxième question, si vous permettez, M. Roland Lafitte. Ben oui, allez-y. Pensez-vous que l'échec de la gestion de dossier de l'islam en France, ce qu'on est en train de parler maintenant, a participé d'une façon à une autre dans la dégradation de l'image des musulmans, l'image, je parle, des musulmans en France, auprès de la société française? C'est-à-dire, on veut faire, ça participe dans la mesure où on veut faire croire que c'est les musulmans qui sont rétifs à l'organisation. Au contrôle par l'État, mais c'est normal. Personne ne veut le contrôle par l'État.
Ni les bouddhistes, ni les juifs, ni les protestants, ni les catholiques, ni personne. Donc c'est pas ça la question. La question c'est pas ça. Le préjugé, l'image de l'islam dans la société française, elle a des racines, de longues racines historiques d'images négatives depuis l'Église au Moyen Âge. On va pas refaire tout, non? L'Église au Moyen Âge, la colonisation, malgré la tentative des Lumières de dire, vous avez des philosophes comme Pierre Bell, comme Voltaire, qui disent, c'est quand même à l'époque, on pensait que l'islam tenait la moitié de l'humanité, ou mettons le tiers. Vous imaginez, on peut pas imaginer que une religion qui organise le tiers ou la moitié de l'humanité soit une religion complètement débile, n'apporte rien aux hommes. Donc il faut considérer l'islam comme une religion comme les autres, avec des gens intelligents. Voilà. Donc c'est une volonté bien délibérée, si j'ai bien compris. Alors la colonisation, dans la colonisation, pour dominer l'autre, on est obligé de le dévaloriser. D'accord. D'autre part, il faut pas oublier qu'en Algérie, en 1880, dans les années 80, on a créé le code de l'indigénat qui s'est appliqué dans toutes les colonies, de façon modulée après dans les protectorats. C'est quoi? Il y a deux catégories de Français. Les citoyens et les sujets. Ah oui. Et on a appelé musulmans, les Français, les musulmans étaient sujets. Donc on a ethnicisé la question des musulmans en les dévalorisant, puisqu'on en fait une classe de sous, de même pas citoyens, une classe d'ilotes et d'esclaves. Donc vous imaginez que ça n'a pas de conséquences ça aujourd'hui? Mais quand l'extrême droite parle de l'islam aujourd'hui, il parle plus d'immigrés ni rien d'autre. Il parle d'islam, c'est un euphémisme pour dire les musulmans, qui sont pas des Français comme les autres. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Il faut regarder ce qui se passe derrière. Et donc s'il y a des gens qui profitent, qui crient à l'islamophobie à tout bout de champ, hein, comme il y a des juifs qui crient à l'antisémitisme à tout bout de champ, c'est pas pour ça que ça n'existe pas. C'est pas pour ça que l'antisémitisme n'existe pas. Et c'est pas pour ça que l'islamophobie n'existe pas. Elle existe. Elle est bien réelle. Parce que il y a cette inertie de l'ethnicisation de la religion. Comme on a ethnicisé la religion juive, on a ethnicisé dans l'imaginaire européen et français en particulier, on a ethnicisé la religion musulmane. Voilà. Et donc, pendant les années 70, avec les indépendances, on s'est dit, la question se calme un peu. Ça s'est un peu calmé. Et puis, c'est reparti de plus belle. C'est reparti de plus belle avec la fermeture des frontières, l'immigration, avec les crises du Moyen-Orient, etc., la montée de l'extrême droite. Bon, et aujourd'hui, il n'est pas une semaine sans qu'il y ait de nouveau un tour de vis qui aggrave la situation. Alors, ce qui ne veut pas dire que la société est monolithique devant ça. Non, vous avez beaucoup de gens qui n'ont aucun problème avec les musulmans. Bien sûr. Ils les côtoient dans le travail. Heureusement. Les gens se marient entre eux. Le taux de mariage mixte parmi les gens de tradition musulmane, elle est beaucoup plus grande que chez les juifs. Alors il faut pas dire que les musulmans veulent pas s'intégrer, qu'ils ont des problèmes avec la société. Ils n'en ont pas. Sauf que il y a des petits problèmes quand même du culte. Justement, il faut régler. C'est quoi ce problème de culte exactement? Comment vous l'expliquez, s'il vous plaît? Moi, je vais pas l'expliquer, mais il faut faire le recensement de ces problèmes. Moi, je suis dans une commission qui s'appelle Islam et laïcité. Et on est en train de faire un tableau. Oui. Si ça vous intéresse, je vous enverrai un jour. Ah, bien sûr. Si vous voulez y répondre aussi. Bien entendu, volontiers. C'est-à-dire faire un état des lieux. Faire un état des lieux. Il faut regarder quelles sont les revendications des musulmans. Quelles sont les revendications qui viennent de la société française, des non-musulmans? Quelle est la revendication de l'État? Et quelle solution on peut trouver? Il n'y a pas de... on dit la loi de 1905, on en fait une religion, mais chacun l'interprète comme il veut, alors qu'elle a évolué 50 fois, il y a eu 50 décrets qui l'ont modifiée. Donc il faut regarder, mais avec nuance, il faut y aller aujourd'hui pour regarder toutes les choses concrètement. Et surtout, je pense... Je
Je dis ici la même chose que j'avais dit dans une émission sur radio, une radio de Marseille, Radio Gazelle. C'est que, il me semble, et les gens étaient d'accord avec moi, que la plupart des questions se règlent à l'échelle locale. Qu'il n'y a pas besoin d'en faire des questions générales, mais se règlent très facilement à l'échelle locale. Bon, la construction d'une mosquée, vous n'allez pas le régler à l'échelle nationale. Exactement. Ça pour interdire en disant il n'y a pas de minaret, il ne doit pas y avoir d'appel du muezzin, enfin des trucs comme ça, mais si à l'échelle locale on accepte qu'il y a un minaret, je vois pas pourquoi on va interdire les minarets, non? Bah justement, ce qu'on constate avec un grand nombre de mairies qui autorisent la construction de mosquées chez eux. Voilà. Donc avec les municipalités, les gens vivent ensemble, ils se connaissent, on règle beaucoup de problèmes. Et donc il faut essayer de dédramatiser les questions du culte. La question des carrés musulmans dans les cimetières, il y a tout un tas de choses qui se règlent. Bon. Je parle pas de la question de l'école. Alors les questions de l'école qui a été exacerbée par fanatisme quelque part, un fanatisme laïcard d'un côté, laïciste, et puis une réaction chez certains groupes évidemment qui en font une question d'identité, ce qui est compréhensible. C'est regrettable, mais c'est compréhensible. Il faut arriver à dédramatiser toutes ces questions, et je pense que, à mon avis, ça se règle. À mon avis, ça se réglera. Donc il y a une chance, donc. Il y a une chance. Oui, bien sûr. Sauf que pour ça, il y a des raisons politiques. Il faut arrêter de sous-estimer, de jouer, comment dire, à ce double jeu trouble, par exemple, avec des États, en soutenant les États les plus qui développent les idéologies les plus réactionnaires du point de vue social et du point de vue politique. Je ne cite personne, mais suivez mon regard. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite. Faut pas, c'est complètement délirant d'aller faire des mamours d'un côté, puis de l'autre côté, dénoncer tout ce qui bouge ici comme wahhabite ou salafiste. Il faut arrêter les bêtises, il faut arrêter. On peut pas faire des choses comme ça. Ça crée bon. Alors, il y a des conditions politiques pour apaiser la situation. Il faut d'abord considérer l'islam pour ce qu'il est, et puis arrêter. Alors, je regardais ce matin l'émission L'Islam sur France 2. Alors, je l'ai dit à son responsable il y a quelque temps. C'était passionnant, on parlait des voyages dans le Moyen-Âge, la cartographie, la géographie. C'était passionnant, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Si vous écoutez l'émission bouddhiste qui est juste avant, on parle de religion. Si vous passez à côté, vous prenez ensuite l'émission juive qui est excellente, avec le rabbin, là je sais pas comment il s'appelle, mais c'est une émission excellente qui parle des textes, de l'interprétation des textes du judaïsme, de l'Ancien Testament. C'est passionnant. Est-ce qu'on fait ça pour l'islam? Non. L'islam, on mélange tout, la civilisation, la politique, la société. Pourquoi on va pas faire demain la dernière fois on a parlé de Charlemagne, pourquoi on va pas faire quelque chose sur la crise pétrolière dans l'émission sur l'islam? On crée une confusion terrible. C'est faux que l'islam, la religion, structure toute la vie des sociétés. C'est complètement faux. Et il faut arrêter. Et il y aurait besoin, à côté d'associations religieuses, cultuelles, il y a besoin de sociétés, d'associations qui défendent. Elles existent, mais il ne faut pas mélanger les deux. Comme a voulu le faire Sarkozy en créant une sorte de CRIF musulman. Mais c'est la pire des choses. Après, on crie au communautarisme. Dès que les musulmans bougent, on crie au communautarisme. Ils ont le droit de défendre leur culte. Et ils ont aussi le droit de défendre la partie de la culture musulmane qui est donnée à la société française. Et que la société française peut revendiquer à juste titre dans son histoire. Bien sûr. Et il faut le faire. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Là, il y a un problème auquel les musulmans ont une responsabilité. C'est que bien souvent, ils jouent aussi dans cette confusion. Mais c'est eux les premiers intéressés, c'est eux les premiers qui disent arrêtons les frêles. Ici on parle de religion, ici on parle de civilisation et de culture, c'est pas la même chose.
Justement, parce que là, je suis en train de chercher, mais ça va être trop compliqué pour la retrouver. Il y avait un discours de Sa Majesté Mohamed Hassan II à l'époque. Oui, oui. Et c'est un nombre de médias qui parlait souvent avec les Français à travers un Sinclair et d'autres. Hein. Et un jour, il y avait une question qui a été posée sur Sa Majesté, sur Feu Hassan II, et ils ont posé la question qui c'est qui doit faire l'effort vis-à-vis des autres. C'est-à-dire entre le musulman et entre le marocain et le français. Bah, Il a dit, non, mais sa réponse a été forte. Il a dit c'est vous. Il a dit c'est vous et il s'est expliqué ça. C'est-à-dire c'est vous les Français. Oui, c'est vous les Français parce que il a dit nous on connaît tout sur vous, l'histoire et on fait éduquer, on fait apprendre à nos enfants le français et on fait beaucoup de choses sur la France et on connaît beaucoup de choses sur la France. Par contre, les gens connaissent rien sur le Maroc ou sur l'islam. Bon, là, je suis d'accord. C'est-à-dire que du point de vue du rapport avec des gens, là, on parle pas simplement de religion, mais aussi des gens de culture, de tradition. Exactement. Bon, c'est vrai que les populations musulmanes de tradition, de culte et de tradition qui sont en France ont fait des quantités d'efforts pour vivre ici. Ils ont fait des quantités d'efforts. On ne peut pas vivre ici comme on vit en Algérie ou au Maroc ou... Non, ils ne vivent pas de la même manière. Les familles ne vivent pas de la même manière. Il suffit de regarder. Mais ils ont fait d'énormes efforts. Donc, de l'autre côté, il y a eu moins d'efforts. C'est ça. Mais regardez par exemple l'alphabétisation. C'est normal que les gens qui viennent ici puissent parler français. Mais je me rappelle, moi, dans les années 70 où je m'intéressais aux associations, aux travailleurs immigrés. Et c'était faire de l'alphabétisation, c'était des associations. C'est d'ailleurs toujours. Vous croyez que l'État il s'est investi pour donner le français ou non? Maintenant on dit il faut qu'ils parlent français, même avant de venir. Allez faire une école où vous parlez français dans le Rif marocain avant que les gens arrivent. C'est stupide. C'est stupide. Hein? Il parle déjà peut-être pas. Et pourtant, c'est une obligation de venir maintenant. Bon, vous voyez, alors, ce que disait le Hassan II, il a raison. Ici, il y a un effort à faire. Tout le monde a un effort à faire, mais le pas le plus grand, il est du côté de l'État et de la société française, d'une partie, et pour justement dédramatiser la chose, accepter les gens, les reconnaître pour ce qu'ils sont, ça c'est vrai, c'est absolument vrai. Là, il y a on est dans un rapport inégal, vous comprenez, du fait des préjugés, du fait Bien sûr. Voilà, c'est évident. Mais malheureusement, c'est le cas. Donc, ce que nous vivons actuellement et cette initiative citoyenne, donc je parle à un citoyen, je m'adresse à un citoyen. Cette émission, c'est une émission citoyenne, ni plus ni moins. Nous sommes tout simplement des Franco-Marocains qui ont pris la décision de clarifier ce dossier, qui devient un dossier épineux sur la place publique. Et tout le monde ne connaît pas la réalité de ce dossier. C'est pourquoi on a pris la décision, ça fait maintenant 3 mois. Presque 3 mois pour développer des thèmes concernant l'islam de France ou l'islam en France. Et malheureusement, il y a encore des efforts. Ah ben oui, mais il faudra longtemps. Chaque jour, je découvre quelque chose. Oui. Je crois que si vous étiez à l'écoute, vous avez vu M. Godard tout à l'heure. Non, j'étais voilà, écoutez, ce qu'il a sorti, pour moi, c'est nouveau, hein, je vous cache pas la vérité. Il a parlé des membres du CFCM. Il a dit ce sont des gens qui sont les mêmes depuis plus que 17 ans. C'est grave quand même. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. C'est la question c'est aux musulmans de secouer le cocotier. Eh ben oui, secouer le cocotier, mais là ça devient pénible. Alors, mais bien sûr, alors là, l'État français a sa politique. Les États d'origine, pour avoir une influence, ils ont leur politique. Mais l'important, c'est de leur résister, parce qu'il faut que les musulmans, qu'ils soient unis ou pas, c'est pas la question. Il faut qu'ils aient une politique, une opinion indépendante. C'est ça. Indépendante des pouvoirs publics, indépendante des influences politiques des États, et pour arriver à traiter même entre eux, comme citoyens, les problèmes du rapport avec l'État. Et comme musulmans et comme citoyens. Exactement, oui. Eh oui, mais ça c'est pas facile. Moi, personnellement, ce que je fais,
si vous m'avez contacté, c'est parce que je travaille depuis plusieurs années maintenant à essayer d'enlever les malentendus sur les mots. Est-ce que pour dire islam, ça veut pas dire soumission, jihad, ça veut pas dire guerre, comment dire, shahid, c'est pas celui qui meurt au combat uniquement, la femme en couche est aussi shahid. C'est-à-dire dédramatiser, parce que s'il y a des points de heurts entre, admettons qu'il y ait des points, qu'il puisse y avoir des points de heurts entre les populations musulmanes dans la société, dans la République, si vous voulez, et les non-musulmans, comme il y a pu avoir des heurts et il y a toujours des heurts avec certains catholiques et puis les non-catholiques, il y en a. On ne peut pas cacher. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Mais que si heurts il doit y avoir, ça se réglera d'une manière ou d'une autre, j'espère par la discussion, mais il faut que, comment dire, on élimine tout ce qui est malentendu, au moins. Bon, ça, moi, je peux le faire. Je le fais, un travail linguistique, un travail à ma mesure. Chacun fait comme il peut. Hein, quelle part de responsabilité des organes de communication dans cette affaire? Les organes de communication, vous savez, le journaliste, il joue bien souvent. Enfin, il n'y a pas un journalisme, hein. Il n'y a pas un journalisme. Mais si on regarde la masse et la masse même de l'intelligentsia, des intellectuels, la masse idéologique qui est donnée par les journaux et par l'université, c'est déplorable. Je vais donner des images. Vous prenez un Gilles Kepel et puis vous savez que ce dont on parle. Alors, la question, l'espoir qu'il y a aujourd'hui quand même, il y a quand même un espoir, c'est que vous avez une jeune génération d'intellectuels, de chercheurs, qui sont de tradition familiale musulmane, qui ont appris, alors je rejoins ce que disait Hassan, qui ont appris les codes, qui travaillent comme chercheurs avec les codes de la société, les codes de la science. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de honte à avoir les codes de la science européenne. Au Moyen-Âge, les clercs catholiques se sont mis à l'école de l'islam. Même dans des questions théologiques, y compris dans les questions théologiques, ce qui paraît aujourd'hui insensé. Eh bien oui. Donc ils sont allés chercher, ils sont allés prendre ce qu'il y avait, ils ont pris les meilleures méthodes qu'il y avait dans la science islamique, ils se le sont appropriés, et puis ils ont ensuite fait leur propre chemin. Aujourd'hui, on a mais c'est récent, c'est quelques années, une jeune génération qui connaît bien les codes de la société, de la science up-to-date, de la science moderne, mais qui connaît aussi la religion islamique, la civilisation islamique, l'histoire des pays. Et oui, et eux ont une grande responsabilité. Tous nos intellectuels. Les intellectuels, pour se dégager de ce qu'ils ont appris à l'école, de leur maître qui était un peu orientaliste, un peu trop ethnocentriste. et certains arrivent, on fait des pas. Et moi, ça me réjouit, ça me réjouit. Vous avez vu que sur le site, par exemple, dans la rubrique dont je suis responsable, sur Orient 21, qui s'appelle Mot d'Islam, j'ai introduit des gens. Il y a des jeunes, et c'est pas simplement des gens de tradition musulmane, c'est aussi des Français de toute tradition, qui commencent à dire des choses qui sont pas réservées à des minorités qu'on qualifiait hier d'islamophiles, d'indigénophiles, d'arabophiles. Non, ce sont des gens qui réfléchissent tout bêtement, normalement. Exactement, mais ça c'est positif. C'est toute l'analyse que vous dites de l'état du lieu. Là, vous faites un travail formidable. Donc, je sais pas, il faut le faire. Pour l'instant, c'est à l'état de. Mais si vous voulez, on en parlera une autre fois. Bien entendu, je serais heureux si vous acceptez d'ici peu de revenir à l'antenne et de nous parler par rapport à ce travail-là, parce qu'un état de lieu. Oui, mais il faut qu'on le. C'est-à-dire l'idée qu'on a, cette commission Islam et laïcité qui existe depuis. Il y a d'ailleurs quelqu'un de Lyon dans la commission là.
d'une société qui s'appelle, d'une association qui s'appelle le CRI. Il est peut-être passé sur votre radio, non? Comment il s'appelle? Le CRI. Le CRI? Non, il n'est pas passé chez nous, non. Ah bon. Bon, chacun a ses idées, hein. Pas forcément. Comment dire? On essaie de faire sur un sujet, par exemple, la question des problèmes, des questions des rapports avec dans le travail, par exemple dans l'entreprise, ou tout un tas de questions. Il y en a dénombrer les problèmes, les questions qui se posent, et de donner un modèle de présentation pour que une association, quelqu'un, des individus puissent s'en servir pour prendre un sujet à lui, hein, et le traiter avec SILA, rassembler ce qui existe, la documentation qui existe aujourd'hui, les solutions qui sont données par les uns et par les autres, c'est-à-dire faire un petit dossier par rubrique. Donc c'est à ça qu'on va arriver, et j'espère que d'ici la rentrée, on pourra vous le communiquer. Bien entendu, ce sera pour nous un grand plaisir. Donc, il me reste quelques minutes avant le Flash Info. Je tiens à vous remercier infiniment, M. Roland Lafitz, par rapport à cet éclairage. Je vous cache pas la vérité, ça a vraiment enrichi le débat par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant sur un volet français. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je tiens à vous remercier personnellement par rapport à cette participation un dimanche surtout. Et merci infiniment. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, si le Dieu veut. Et un grand bonjour à nos auditeurs et auditrices de l'autre côté de la mer qui sont nombreux et qui se régalent réellement d'après ce que je reçois par mail et par communication de cette discussion très constructive avec nos intervenants et notamment Monsieur Godard et Monsieur Lafitz. Eh bien, je dis bonjour à tout le monde et puis bon Ramadan, hein, puisque nous sommes dans les derniers jours maintenant. J'espère que pour tout le monde il va bien se terminer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt, Monsieur Lafitz. Au revoir. Au revoir, monsieur. البحر ما طافوا يدخل البحر ما طافوا لاقياك الجبال كتافوا عاليين من بعد ينشافوا عارفين من سالكهم أم سامح فروحه لازمك فيه تخمم لازمك فيه تسلم وكلمة الغيوان شايخة